No Man's Land in USA. Je veux sentir l'American Dream à portée de roue. Je vais cette fois traverser les territoires de l'Ouest, le Far West, et croiser les visages de ces Américains qui ont choisi de vivre loin des villes et qui se confrontent encore aux grands espaces. Leur peau burinée par les vents et le soleil, leurs semelles toujours prêtes à danser sur la ligne d'horizon. Mon voyage à travers les grands espaces de l'Ouest commence sur la route. Premier regard posé sur le désert de l'Arizona. Je suis avec Mike et David, deux Indiens de la tribu des Tohono. Nous sommes au sud du pays, dans les faubourgs de Tucson, à quelques miles de la frontière qui coupe leurs réserves et leurs familles en deux. Les Tohono sont aujourd'hui mexicains ou américains. Mike m'emmène à travers le désert. Depuis qu'il est à la retraite, il y dépose de l'eau pour aider les clandestins qui tentent d'atteindre le rêve américain. Sans lui, je ne pourrais pas me rendre dans la réserve. Visage trop pâle. Alors, c'était confortable? Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je mets de l'eau ici. Les clandestins ne passent plus par ici. Ils passent plus à l'ouest. Tu sais d'où ils viennent? Ils viennent du sud, de l'État mexicain de Sonora. Ils traversent la vallée de Barboquivary. Certains passent par là, d'autres par là pour rejoindre Phoenix. D'accord. Phoenix, c'est pas la porte à côté. De nombreux migrants passent par cette vallée en direction du nord. Comme tu peux le voir, la plupart du temps, quand des migrants meurent, c'est dans la vallée de Barboquivary. C'est quoi ces points rouges? Ce sont les endroits où des migrants sont morts. Waouh! Au total, 1138 migrants sont morts ici. Chaque année, il y a en moyenne 75 morts sur le territoire des Tohono O'odham. 75 personnes meurent dans cette région. Les clandestins passent par ici depuis des décennies. Historiquement, c'est un point de passage très emprunté par les clandestins. C'est pour ça que je dépose de l'eau ici. Vous vous déplacez comme vous voulez parce que vous êtes sur le territoire de votre tribu? Oui. C'est nous qui déposons de l'eau parce que personne d'autre ne peut venir ici. On y va? On va au deuxième point d'eau? J'ai décidé de partir depuis la frontière avec le Mexique pour prendre conscience des dimensions du territoire américain. L'espace jaune d'un désert pas si vide que ça, parsemé du bleu des barils d'eau et d'hommes qui courent après leurs rêves. Pour eux, ce n'est pas une conquête de l'Ouest, mais une conquête du Nord. Nous arrivons au deuxième point d'eau. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Comme j'ai grandi dans une famille pauvre, je comprends la pauvreté, je comprends l'humiliation, je comprends la faim, je comprends le désespoir. C'est pour cela qu'ils viennent ici, précisément pour ces raisons. Mon choix est aussi dicté par ma foi. C'est mon destin, c'est ma croix. Je me dois d'aider les autres. On est tous des êtres humains. Personne ne mérite de mourir dans le désert. Là, on est du côté du rêve américain. Mais qu'est-ce que tu penses du rêve américain d'aujourd'hui? La liberté et des symboles de l'Amérique. Nous avons beaucoup de chance d'habiter aux États-Unis. C'est une démocratie imparfaite, mais notre planète n'a pas de meilleur système à nous offrir. On ne fait pas mieux pour l'instant. Ce système est bénéfique pour la grande majorité d'entre nous. Pas pour tout le monde, mais pour la grande majorité. Ce sont les coyotes, les guides mexicains, qui renseignent les immigrants sur la localisation des différents points d'eau dans le désert. À travers son engagement hebdomadaire, Mike me livre un point de vue inattendu sur le territoire et les frontières.
On se dirige vers la frontière mexicaine. Elle est à 3 km au sud. Un garde-frontière au moins est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En tant que membre de la tribu des Tohono, David et moi, on peut la passer et la repasser. Et moi? Tu peux aller au Mexique, mais tu ne pourrais pas re-rentrer par ici. Quels sont tes rapports avec les gardes-frontières? Ils font leur boulot et me laissent faire le mien. C'est tout le paradoxe du territoire et des frontières qui est illustré ici. Sachant que de ce côté-là, on a les 4x4 rutilants et de l'autre, pas grand-chose. Et Mike a donc une station d'eau là-bas pour les Mexicains qui sont tentés de passer la frontière. Juste avant, ils peuvent récupérer de l'eau. Et ce qui est justement touchant avec Mike, c'est que pour lui, la notion de rêve et de liberté passe toutes les frontières et qu'en tout cas, on ne peut pas laisser mourir des hommes dans le désert sous prétexte qu'ils veulent passer de l'autre côté. Il fait 42 degrés au soleil, c'est juste insoutenable. Le sens de l'hospitalité n'est pas un vain mot pour les Tohono. Une tradition ancrée dans leur culture. Mike m'invite à passer la nuit chez lui. Tu veux du vin? Moi, j'en bois pas. Du vin le matin, très peu pour moi. Je devais poser la question à un Français. Comment tu veux tes œufs? Brouillé. Donc pas de frontière entre le blanc et le jaune, hein? Non, pas de frontière, tu as raison. C'est prêt. Enfin, j'espère. Tu sais si les Indiens Tohono étaient nomades autrefois? On était nomades dans le sens où on se déplaçait selon les saisons, entre les montagnes et la vallée. Quand il faisait chaud, on retournait dans les montagnes. Ces déplacements s'effectuaient en fonction de là où on trouvait de l'eau. C'était déjà une histoire d'eau. Quand il suffit de tourner le robinet, on devient vite sédentaire. Très facilement. Fais passer mon message en France. J'essaierai, La justice pour tous. je te promets. Je poursuis mon voyage le long de la frontière en direction de Tombstone, où j'espère rencontrer des Minutemen, qui sont des civils qui défendent leur territoire, qui surveillent la frontière. Alors pour la petite anecdote, Tombstone, littéralement, ça veut dire pierre tombale. Donc je pense que ça promet d'être une drôle d'ambiance. Déambuler dans les rues de Tombstone, c'est un peu comme revenir un siècle en arrière. Bouffé de rêves d'enfant. Acteur privilégié du film Règlement de compte à Hockey Coral. Je viens ici pour rencontrer un autre visage de l'Amérique, celui d'un Minuteman, qui aura certainement un avis très différent de celui de Mike sur la question mexicaine. Salut. Enchanté. Je m'appelle Chris. Chris Chual, membre du corps de défense des Minutemen, ça va? Bien, merci. Le rendez-vous se passe à quelques miles de la ville. Il a été fixé dans un endroit précis de la forêt. La frontière n'est pas loin. Je suis très bien entouré, avec des guns un peu partout, et tout le monde n'est pas disposé à montrer son visage. En fait, les clandestins descendent des montagnes et passent une partie de la nuit ici. Ils attendent qu'on vienne les chercher, et c'est ici qu'ils abandonnent leurs affaires, et parfois même leurs sacs à dos.
Certains d'entre eux transportent de la drogue pour payer leur voyage. Et pourquoi abandonnent-ils leurs affaires? Quand ils arrivent ici, le passeur, le coyote, leur dit « abandonnez tout, parce que vous allez faire un long trajet en camion. Il n'y a pas beaucoup de place, vous n'aurez pas besoin de votre sac à dos. » Des endroits comme ça, il y en a des milliers. Certains sont pires encore. Ça veut dire quoi, Minuteman? En fait, l'expression date de 1776, quand les Anglais ont entraîné un groupe d'élite pour qu'ils soient capables d'intervenir dans un laps de temps d'1 minute. On a pris ce nom. C'est juste un nom. Pourquoi est-ce si important de protéger le territoire? Il ne s'agit pas seulement de la question du territoire, même si c'est lié. Il s'agit de bien plus que ça. C'est une question de sécurité publique, de sûreté nationale et certainement du respect de la loi. Mais ils n'ont rien dans leur pays, c'est pour ça? C'est pas mon problème. Vous pourrez donner toute l'aide que vous voulez au Mexique. Ils sont dans la même situation qu'il y a 150 ans. C'est comme ça depuis 150 ans déjà, et rien n'a changé. Le Mexique est loin d'être un pays pauvre. C'est le 5e pays le plus riche de la planète. Alors, qui a l'argent? Oui, mais vous ne pensez pas que tout le monde a droit au rêve américain, ou du moins tenter de l'atteindre? Alors faites-le de manière légale. Il existe un processus légal pour entrer aux États-Unis, et nous exigeons qu'il soit respecté. Les immigrants sont les bienvenus, on est tous des immigrants. Mais pour atteindre cet objectif, il y a un processus à respecter. Il est tout simple. Vous signez le livre d'or à la porte d'entrée. Dès que c'est fait, on ouvre la porte et vous êtes le bienvenu. Peu importe votre couleur, vous pouvez être blanc, brun, noir ou rouge. Mais il faut qu'à l'intérieur, vous préserviez la couleur du drapeau américain. Bleu, blanc et rouge. Si je tombe, vous tombez. On tombera tous les deux. Deux regards, deux visions des États-Unis. Mike, l'Indien, ne pose pas la question de la frontière. Il répond avant tout à l'homme, aider son prochain. Quant à Hal, le Minuteman, il ne peut s'empêcher de voir en l'Amérique autre chose qu'un territoire à protéger. Respecter les règles, les frontières. Peut-être tient-il aussi à défendre ce fameux rêve américain, conquis il y a des années par sa famille. Je continue ma route, dans la confortable situation d'un Français parcourant l'Ouest américain. Je viens de passer la frontière entre l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Je me dirige vers Roy. Roy, c'est l'endroit où se trouvent normalement des linemen, qui sont des constructeurs de lignes à haute tension. Je pense qu'ils ont la particularité d'être nomades, c'est-à-dire d'aller de chantier en chantier, et bien souvent installés au milieu de nulle part, en plein désert ou au milieu des grandes plaines. Sur la carte, il y a cet endroit qui s'appelle White Sands, c'est-à-dire sable blanc, et ça m'intrigue de voir à quoi ça ressemble. C'est juste hallucinant. Aux États-Unis, il y a seulement 5% du territoire qui est développé, c'est-à-dire soit bitumé, soit construit. Et donc le reste, c'est quasiment que du désert ou des montagnes. Et là, on est en plein dedans. Les linemen, littéralement, les hommes des lignes. Ils me rappellent les premiers constructeurs du télégraphe lors de la conquête de l'Ouest. Même si les fils chantaient encore aujourd'hui, je ne me risquerais pas à écouter leurs complaintes électriques. Ah, c'est haut! Comment ça va, Chad? Ça va bien? Je te présente Chris. Il est français. Chad, Enchanté. enchanté. Il est curieux de voir comment le chantier se déroule, de voir comment on travaille.
Comment on vit? À la dure. Et ils font quoi là-haut? Là maintenant, ce qu'ils font, tu vois le galet de l'autre côté, tu vois la grande roue. C'est avec ça qu'on tire le câble. En fait, le câble passe d'une portée à l'autre. Une fois qu'il est rentré, on le met sous tension. Puis les gars devront revenir pour enlever le galet et installer les garnitures de protection et les isolateurs. Et après, le tour est joué. Les deux gars qui travaillent dans la nacelle, l'un est ce qu'on appelle un compagnon, comme Chad. L'autre, c'est un apprenti. Il fait un apprentissage de 3 ans. Il voyage beaucoup de chantier en chantier et apprend toutes les ficelles du métier. Cette ligne-ci fait 230 000 volts et 70 km de long. Et on va sans doute rester ici 3 ou 4 mois. Après ça, on ira sur un autre chantier qui fait 130 km et 345 000 volts. On y restera environ 6 ou 7 mois. Ça dépend, un chantier peut durer 1 an et parfois juste 2 mois. Hi, nice to meet you. Chris. Retour à Roy, village de 120 personnes dont les habitudes sont bousculées par la présence des linemen. L'unique épicerie n'a jamais vendu autant de bière. Les nomades électriques ont installé leur campement à la sortie du village. Les filles du coin profitent de leur présence pour nouer le contact. It's impossible. No, it's impossible. You already got a good shot. Wow. C'est une vraie maison. C'est super décoré, c'est grand confort, dis-moi. Et ta famille, ta femme est là avec toi? Non, non, ma femme est à la maison. On a des vaches, des poules, des chèvres, Là-bas? des chevaux aussi. Et tu y retournes quand? Je prends 10 jours autour du 4 juillet. C'est tout? Tu rentres qu'une fois par an? Et un week-end, par-ci par-là. C'est comme ça qu'on vit d'un endroit à l'autre. On est tout le temps sur la route. Et c'est plutôt sympa. Vous savez quoi? C'est plus grand que chez moi. C'est vrai? Ouais, je vous jure que c'est vrai. C'est quoi être un lineman? C'est l'aventure, le voyage. On découvre des coins différents du pays. C'est sympa. J'ai dû travailler dans au moins, je sais pas, 25 États du pays. Et tu fais ça depuis longtemps? 28 ans. Et tu veux faire ça toute ta vie? Ouais. Je mourrai probablement sur un chantier. Des peaux de serpent. Pourquoi t'as ça? Tu les manges? C'est un serpent à sonnette. Et tu manges ça? Ben ouais. Très peu pour moi. Tu vois le boulot pour boire tout ça? Jour après jour, nuit après nuit. Certaines nuits sont meilleures et d'autres bien pires. Matin chargé de brumes éthyliques comme électriques. Pour les linemen, la journée commence toujours par un briefing. Aujourd'hui plus qu'un autre, le travail sera aérien. Le chantier nécessite la présence d'un hélicoptère.
Chouette hélicoptère. Yeah. Ouais, It's a beauty. il est superbe. Tu lui as donné un nom? That is MD 530F. Where, guys, are you coming from? Tu viens d'où? I'm from Wyoming. Du Wyoming. Wyoming, yeah. That's far C'est from loin here. d'ici. It's about a À environ 12 heures de 12-hour drive in voiture. a car. Okay. And in an Et un hélicoptère? Helicopter, À peu près it's 6 about heures. 6 hours. 6 hours. 6 heures. A lot faster. So sometimes you Tu go rentres home parfois to chez your toi voir ta with your famille en hélico? If we have Quand on work travaille dans le in Wyoming, je we suis have autorisé à to rentrer take chez the moi en helicopter hélico. home Je me and then pose dans it's mon in your jardin. yard. So Ça te let's dérange do pas que je for t'accompagne 1 pour une heure de vol? Okay, yeah. Non, ok. All right. Ready. Here we go. Dernières images des linemen vus du ciel. Vertige sous contrôle au-dessus des câbles à haute tension. Les hommes des lignes me donnent envie de croire en une conquête éternelle de l'Ouest. Je resterai impressionné par la radicalité de leur mode de vie nomade. L'hélicoptère volera encore pendant de longues semaines au-dessus des plaines. Le gain de temps est considérable. Une fois que les roues sont toutes en place, les lignes peuvent être tirées. Mon voyage dans le Far West se poursuit, toujours plus loin, à l'écoute de la route. For a fourth round of what is called strategic economic dialogue. Critics say the United States shouldn't be offering any concessions to the Chinese. Making their mortgages and put food on their tables in an economy. The Road Dog, Sirius 147. Great. But it's not simply because it's boring or abstract. To criticize the Air Force's decision to award a $35 billion contract to build the next generation. Je suis à Monument Valley, c'est au nord-est de l'Arizona. Ce matin, je suis parti du Nouveau-Mexique. Je pensais retrouver les Custom Harvesters, qui sont les moissonneurs itinérants qui vont de ferme en ferme, qui traversent le pays du sud au nord. Et donc j'en profite pour perdre mon temps un peu sur la route, un peu plus à l'ouest. Et voilà. Vous voulez les œufs en premier? Non, les deux en même temps. Du ketchup? Ouais, ça ira, merci. Ok, je vous amène un petit peu d'eau chaude. Ketchup le matin, pas trop pour moi. Changement de paysage. Arrivé au Kansas au bout de 2 jours de route. Au bitume, se succèdent les grandes plaines et leurs champs de blé. Je suis finalement arrivé à Meade, au milieu du Kansas. Ici, on ne reconnaît pas les villes aux églises, mais aux silos qui dépassent du sol. Et j'ai rendez-vous normalement avec Lance, qui est le responsable des moissonneurs.
Et ça semble un peu impressionnant comme ça cet endroit, mais finalement on a à peu près la même chose en France. C'est des silos qui contiennent plusieurs tonnes de grains et qui sèchent avant d'être vendus. Et ils partent directement par train à destination du reste des États-Unis ou même du monde. Ah, ça doit être lui. Salut. Hi. You're Lance? Oui, c'est moi. Chris, Chris, nice to enchanté. meet you. Enchanté, Chris. Comment ça va? Fine, fine. It Très was bien. a pretty long Le trip, voyage a but été long, mais je suis là. in time. À l'heure. Chris, te voilà en plein cœur de l'Amérique. Prêt à aller dans les champs, voir les machines? Yes, with Ouais, pleasure. avec plaisir. Allez, monte, on va voir les engins. I can leave my Je peux car laisser here? ma voiture ici? Oui, oui, laisse-la ici, c'est très bien. Perfect. Le vent sépare le grain de la balle. Ta méthode est internationale. Oui. Partout le même geste. Partout le même geste. Laisse la balle s'envoler. Moi, je suis comme un gamin là. Je retourne en enfance. C'est excellent. Mon père a commencé avec une écharpe, un chapeau pour se protéger de la poussière. Il n'y avait pas de cabine. Et là, il a tout, l'iPod, le satellite. Is it satellite? C'est le satellite? Yeah. Ouais. Incredible. C'est incroyable. And yourself, where are you coming Et toi, from? tu viens d'où? D'Angleterre. England. What are you Qu'est-ce que doing tu fais here? ici? Je suis venu pour faire la moisson, en faire l'expérience. Tout est tellement gigantesque ici. Yeah. For how long have Tu you fais ça been depuis doing longtemps? this? Ça fait un bon mois. Good month. Un mois? Starting in Depuis l'Oklahoma? Ouais. And where do Et you vous allez go? où? L'Oklahoma, puis ici au Kansas. Ensuite, on va dans le Colorado, le Dakota du Sud, puis le Dakota du Nord. Et après, on revient ici en automne pour récolter le maïs. Oh yes. How many miles? Ça fera combien de kilomètres en tout? Je peux pas te dire, mais un paquet. A few. What is your motivation? Qu'est-ce qui t'a amené à venir ici au milieu de nulle part, si loin de chez toi? So far from home. J'habite dans une ferme et je voulais voir ce que c'était une récolte aux États-Unis. C'est aussi un prétexte pour voyager. J'ai 23 ans et j'ai sauté sur l'occasion. Ceci dit, on ne chôme pas. Hier, on a terminé à 2h du matin et redémarré à 7. Et j'ai dormi 5 heures. J'étais venu au Kansas en pensant rencontrer des moissonneurs qui vont de ferme en ferme et qui traversent comme ça le pays. Et puis finalement, c'est 3 voyages en un, parce qu'on a également des saisonniers qui viennent des 4 coins du monde, Irlande jusqu'à même l'Australie. Et puis aussi, ce qui est important de noter, c'est le voyage du grain, parce qu'il est là dans le champ, il se termine dans nos assiettes, et entre-temps, il fait un très très long voyage, et tout commence par ici. Ça, c'est ce qui s'appelle bourrer la machine. Quand ils vont trop vite, plante dentaire, t'en as pour une demi-heure. On aime bien ça. On rencontre des gens à travers tout le pays. Nos enfants se font des amis de l'Oklahoma au Dakota du Nord, presque jusqu'à la frontière canadienne. C'est pas un métier comme les autres. Ta famille doit faire des sacrifices, mais on pense que ça vaut le coup. Nos enfants ne passent pas l'été à jouer au foot, ils nous aident dans les champs. Ah, c'est chouette. Quand j'étais môme, tout le monde s'inquiétait de nous voir passer l'été dans les champs et aider nos parents. Les gens disaient « Oh mon Dieu, ils partent pas en vacances !» Mais nous, on adorait cette vie-là.
C'est ça la vraie vie. Ouais, c'est bien. On apprécie. Mais c'est pas facile tous les jours. On vit comme des gitans. 6 mois de l'année, on dort dans des caravanes. Dès qu'une tempête s'annonce, on a peur de la voir se retourner. Ce genre de choses. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire autant d'efforts. Si c'était pas super rentable ou même rentable, personne ne ferait ce boulot. Il y a tellement de métiers beaucoup plus faciles. Ce champ-là est fini, 160 hectares fauchés en quelques heures, c'est juste impressionnant. Nous en France, il faudrait presque une dizaine de jours. L'avion que vous voyez au fond derrière, c'est un gars qui lâche des pesticides, mais ça encore, bon, c'est voilà. Mais le truc, c'est surtout qu'il est itinérant, il fait ça en avion, il va lui aussi de ferme en ferme. Je suis pas sûr que j'ai le temps d'aller le voir parce qu'apparemment personne ne sait vraiment d'où il vient. Mais nous, on continue. Let's go, Lance! Je sais pas si c'était de la fumée ou des pesticides, ça, mais... Il est 19h, ils ont commencé ce matin à 8h45. Ils ont pris quand même un déjeuner rapidement à bord de la machine. Et là, 19h, c'est l'heure du souper. 15 minutes, montre en main. Et les gars, coupez les moteurs. Ramenez-vous par ici, c'est l'heure de la bouffe. Hi, I'm Chris. Nice to meet you. Scott. Nice to meet you. Je pourrais jamais manger tout ça. Tu suis la moisson? Non, en fait, je voyage à la rencontre des gens qui vivent sur la route ou au milieu de nulle part. Intéressant. Dans 2 jours, ils repartiront comme ils sont venus. Leurs machines chargées sur des remorques, leurs souvenirs dans des caravanes. J'abandonne les nomades des champs américains à leur nuit. Ils ne s'endormiront pas avant 2 heures du matin. Et demain, s'il ne pleut pas, ils seront d'attaque à 7 heures précises. La pluie du Kansas mouille ma route vers Denver. Retrouver l'effervescence d'une ville après avoir couru les plaines. Denver, surnommée la Mile High City, parce que son altitude est exactement de 1 mile. 1609 mètres. J'en profite pour rendre ma voiture de location et m'envoler vers la prochaine étape. Atterrissage à Reno, dans le Nevada, seul État américain à avoir légalisé les casinos et la prostitution. Aujourd'hui, ce sont les clients qui sont prêts à faire des kilomètres pour un orgasme légal. J'ai rendez-vous avec une prostituée anciennement nomade. Hi. Salut, Ant. Merci, enchanté.
Nice to meet you. Thank you. Tu t'appelles comment? Air Force Air Amy. Force Amy. Air Force Amy. Air Force Amy? Wow, c'est pas banal. Yes, I'm highly J'ai été décorée par l'US Air States Force. Air Force. Je suis partie de chez moi quand j'avais 15 ans et j'ai traversé tout le pays en faisant du stop, pendant 2 ans avant d'entrer dans l'armée. J'ai vécu comme une nomade, je faisais du stop, surtout avec les gros camions de 18 roues, d'une station-service à l'autre. Je choisissais les plus beaux camions et je faisais un bout de route avec eux. Ah ouais, comme ça, juste pour voyager. Juste par amour du voyage, il s'agissait pas de sexe à l'époque. Aussi, il y avait du sexe. À 15 ans, t'imagines, j'ai tapé à la vitre des camions. « Et monsieur, ça te tente une fellation ?» J'avais 15 ans et il ne disait pas non. Hell yeah, baby. Ah ouais, c'est pas rien. Et t'es venu au Nevada parce qu'ici c'est légal? Oui. Et tu gagnes bien ta vie? Pas mal. Et tu peux me dire combien? $1,5 million par an. 1 million? $1,5 million. J'ai dû gagner entre 5 et 6 millions. Wow, impressionnant. C'est plutôt cool. Je gagne ma vie en ayant des orgasmes et en faisant la fête comme une rockstar. Et t'aimes ça? C'est plutôt facile. C'est impressionnant. Heureusement, je suis pas intéressé par l'argent. J'ai pas besoin de faire ce boulot. J'aime aussi le sexe et gagner ma vie en prenant du plaisir. J'ai servi mon pays et je mérite bien de prendre mon pied. Ok. Voilà. Quelle réalité se cache vraiment derrière son discours? Je ne m'attendais pas à rencontrer une nomade si provocante. Pose tacos pour me remettre de mes émotions. Hello. I'd like to have one taco, please. Yes. Ça, c'est un taco truck. C'est souvent tenu par des Mexicains. Il y en a un peu partout au bord de la route dans l'Ouest américain. Et là, présentement, je me trouve à Elko. C'est l'une des dernières étapes de mon voyage où je compte rencontrer un rancher. Et ça doit se passer quelque part par ici. J'ai rendez-vous ce soir avec lui. Le ranch appartient à la plus grande société d'extraction d'or au monde. Sur les 1600 km² de la propriété, la mine n'en occupe qu'une petite partie. On y extrait l'or, on reconstruit les collines telles qu'elles étaient, puis on recommence, juste à côté. Sur le reste, le ranch pratique l'élevage d'un troupeau de plus de 4000 têtes. C'est énorme. Je suis venu ici pour rencontrer des bucaros, les derniers vrais cow-boys de l'Ouest dont les traditions viennent d'Espagne. Dallas, le contremaître du ranch, m'accueille en toute simplicité. Il me propose de m'emmener où les cow-boys se retrouvent après leur journée de travail. On n'a pas loin de 50 chevaux ici. Si tout le monde s'approche pour les attraper, ils vont faire demi-tour et se cavaler. Quand ils sont alignés comme ça, il n'y a pas de risque qu'ils piétinent quelqu'un. Avec autant de chevaux, c'est la meilleure méthode. D'accord. Donc en fait, comme tous les soirs, là, ils attrapent les chevaux parce que la journée d'un cow-boy commence très tôt, vers 4 h du matin. Donc pour être sûr d'être prêt demain matin, ce soir, on attrape les chevaux pour pouvoir être prêt à partir demain très tôt. Comment on choisit les chevaux? Tout dépend du travail qu'il y a à faire. Demain, tout le monde prendra un bon cheval pour aller au marquage du bétail. On n'emmène pas un jeune cheval pour attraper des veaux. On peut prendre un jeune cheval pour rabattre des chevaux si c'est une journée pas trop longue et que la piste est bonne. Ça dépend des jours. Comme un rituel super calme. Et c'est quoi la différence entre un cow-boy, un vaquero, un bucaro?
On les différencie par leur style, leur utilisation des cordes et la selle de leur monture. Les cow-boys utilisent des lassos plus courts et d'autres selles que les bucaros. Les bucaros et les vaqueros ont des selles différentes et des cordes plus longues. Ils sont meilleurs cavaliers, ils sont fiers de leur talent de cavalier et de leur maniement du lasso. Et toi, tu te définis comment? On m'a appelé de plein de manières différentes. Ça dépend de qui vous appelle comme ça. Mais on peut dire que je suis un bucaro. Et tu apprends à tes enfants à manier le lasso? Ça, c'est quand ils commencent. Mon autre petit-fils fait la même chose. Mais lui, il est pire encore. Il a toujours un bout de corde sur lui. Même quand il va au magasin en ville, il ne lâche jamais son lasso. Certains soirs, quand la fatigue n'a pas eu raison d'eux, les bucaros se mettent au défi les uns les autres et perfectionnent inlassablement leur pratique du lasso. Premières impressions du monde des cow-boys. Dallas me laisse sous-entendre que la journée de demain sera beaucoup plus rythmée. C'est la saison du branding, le marquage au fer rouge. C'est une des tâches les plus intenses, mais aussi les plus excitantes dans la vie d'un bucaro. Nous avons parcouru plus de 30 km pour rejoindre le corral perdu dans l'immensité du ranch. Comment ça se passe exactement? 2 gars attrapent les veaux au lasso, 2 autres les immobilisent à terre, et on en profite pour les numéroter et les vacciner avant de les marquer au fer. On les attrape, on les vaccine, On les numérote on les marque. et on les marque. Les bucaros admettent ma présence. Le travail ne leur laisse pas beaucoup de répit, mais ils me proposent rapidement de me confronter à leur réalité. Premier geste d'un cow-boy en herbe dans la poussière du Nevada. J'ai déjà fait ça, mais avec des poules. Ah ouais? On coupe le bec, on les vaccine, mais on les marque pas au fer. Non, d'habitude on marque pas les poulets. Je serais curieux de voir ça. Les femelles, les génisses, vont sans doute grandir sur le ranch et devenir des vaches. Dans 6 ou 7 ans, on pourra savoir leur âge rien qu'en regardant la marque. C'est un 8 sur l'épaule. Et un TS sur le derrière, mais ça signifie quoi TS? Le ranch s'appelle le T-Lazy S. Lazy mais pas fainéant. Ça fainéant pas trop, non. Prends ça? Tu prends ça et tu le tiens comme ça. Où ça? Ici? Non, non, là. Tu vois la couleur marron du cuir? C'est que c'est parfait. C'est parfait, merci. On coupe un bout d'oreille quand on marque une bête. À la fin, on compte les bouts d'oreille qu'on a coupés et on sait combien de bêtes on a marquées. Tu peux la mettre dans le seau. Mieux vaut couper que compter. Ouais. What is that? Et ça c'est quoi? Les testicules. Yes? My God. Oh mon Dieu.
Si tu écartes la peau, tu vois bien ce que c'est. Et vous prenez ça au petit déjeuner ou quoi? Ah ouais? Tu veux goûter? Tu peux peut-être l'aider à castrer le prochain taureau. Ah, je suis pas sûr. Hein. Ouais, tu peux le faire. Si je ferme les yeux, ouais. Devin, aide-le à castrer celui-là. J'ai pas de couteau. Prends celui-là. Tu l'attrapes là, tu peux lâcher ça. Tu tires juste sur ça. Ici? Ouais. Et là, tu coupes. Tu peux les jeter, sauf si tu veux les manger. Ouais, ça ira. Ça te tente pas? Non. Si tu veux devenir un cow-boy, il faut passer par là. Beau boulot. Merci, je fais de mon mieux. C'est pas si compliqué. Quand t'as le coup de main, ça va. Faut pas réfléchir à ce que tu fais. Faut pas se projeter, sinon c'est là que c'est dur. Mais t'as raison, sinon c'est plus compliqué. Comment as-tu appris ça? Avec mon père et mon grand frère. J'ai commencé tout petit. À quel âge? À 6 ou 7 ans. Si tu tiens 8 secondes, je te paye une bouteille de whisky. Combien de temps? 8. 8 secondes? C'est impossible. Dernière phase initiatique. Alors? 3 secondes. Non. Alors je paye ma bouteille ce soir, c'est ça? Ouais. Ok. « 80 veaux auront été marqués aujourd'hui. Il est 18h. L'heure de relâcher le troupeau. Lui donner la liberté des prairies. Il me reste à déterrer une bouteille de whisky pour honorer mon pari. Il m'en faudrait plus encore pour devenir un vrai boucaro. Mais cette expérience marquera au fer rouge mon aventure américaine. Ça, c'est ce que donne une caméra quand c'est un cow-boy qui filme après une bouteille de whisky. You do it. You do it. Lui, champion du rodéo. Les boucaros me donnent l'impression d'écrire encore et toujours l'histoire de la conquête de l'Ouest. La simplicité de leur quotidien semble traverser les plaines avec pour seule envie celle de ralentir la course du temps. Et pour moi, un chapitre se referme. Dernier miles avant la fin de mon voyage. San Francisco, la ville de tous les rêves, de toutes les utopies. C'est ici que les pionniers se sont arrêtés, les pieds dans l'eau du Pacifique. Pour moi aussi, l'océan marque la fin de mon aventure, riche de regards si intenses portés sur l'Amérique d'aujourd'hui. Une Amérique qu'on voudrait aimer.